Nous en venons à la discussion générale et nous commencions avec M. Joël Giraud pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues, le projet de loi qui nous est présenté et qui a été adopté par le Sénat sans avoir été vidé de sa substance, et même après avoir été enrichi, ce qui n'allait pas de soi, après son rejet en commission des lois sénatoriales, est assez modeste dans son dispositif, mais important pour notre démocratie représentative. Comme le rappelle utilement notre collègue sénateur et rapporteur Philippe Kaltenbach, les règles électorales présidant à l'élection des sénateurs sont demeurées inchangées, pour l'essentiel d'entre elles, depuis la Troisième République. Mode de scrutin dual, uninominal ou par liste, collège électoral essentiellement composé de délégués des conseils municipaux. Sous la Ve République, les critères d'application ont pu varier, mais ces caractéristiques sont les mêmes. Il ne s'agit évidemment pas de les remettre en cause, aujourd'hui plus qu'hier. Il s'agit de rééquilibrer le mode de représentation des sénateurs, tout en respectant l'identité assignée par notre Constitution à la Haute Chambre, l'Assemblée qui représente les collectivités territoriales. Cette fonction de représentation, dont les contours ont été soigneusement dressés par le Conseil constitutionnel, balise le chemin emprunté par le gouvernement dans la poursuite de l'objectif qu'il s'est assigné, à savoir renforcer la légitimité du Sénat. Ce n'est pas la première fois qu'une majorité de gauche le fait. Saisi du projet de loi qui allait devenir la loi du 10 juillet 2000, le Conseil constitutionnel a fixé les limites constitutionnelles qui s'imposent aux législateurs dans la détermination de la composition du collège électoral des sénateurs. Le facteur démographique, on peut le regretter, mais c'est logique si on veut éviter un conflit entre les deux chambres, ne peut être déterminant dans la répartition des délégués entre collectivités territoriales au sein du collège électoral. Comme la participation des délégués des conseils municipaux, dont la participation au scrutin ne peut être substantielle, ces critères ne peuvent être que corrigés à la marge. Le législateur doit donc, pour renforcer la légitimité du Sénat, tendre vers l'égalité des électeurs, l'égalité des grands électeurs, en fait, devant le suffrage, sans pouvoir y accéder pleinement. Souvent, nous devons concilier des principes à valeur objective similaire, mais difficiles à combiner ensemble. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. La part des délégués des conseils municipaux représente actuellement plus de 95% du collège électoral sénatorial. Cette proportion n'évoluera que très faiblement sous l'empire de la Ve République. Cette donnée ne changera pas. Cela ne nous interdit pas d'aller vers une meilleure représentation de la population des villes, des communes les plus peuplées et des zones urbaines dans le collège électoral sénatorial, ce qui sera permis par l'abaissement de 1 000 à 800 du nombre d'habitants ouvrant droit à l'élection d'un délégué supplémentaire dans les communes de plus de 30 000 habitants. L'ensemble de ces préceptes est très bien résumé par la rédaction du premier alinéa de l'article L280 du Code électoral, tel qu'il résulte d'un amendement sénatorial à l'initiative du groupe RDSE, ce dont les députés radicaux se félicitent. S'agissant d'une autre catégorie de grands électeurs, celle des députés, je passerai rapidement. Un débat a eu lieu au Sénat sur la question de savoir si les députés pouvaient légitimement garder leur statut d'électeur de leurs collègues sénateurs. Cette question pourrait éventuellement se poser à l'heure de l'interdiction du cumul des mandats de députés et d'exécutif local, puisque l'accès des députés aux assemblées locales se restreint, et vous savez bien ce que nous en pensons. Effectivement. Cependant, si les députés participent à l'élection des sénateurs depuis 1875, c'est aussi parce que le Sénat n'est pas qu'une enceinte de représentation des territoires, elle exerce la fonction législative en commun avec l'Assemblée nationale. Je fais mien l'argument développé par le président de la commission des lois sénatoriales, Jean-Pierre Sueur. Le bicamérisme tel que nous le concevons a vocation à donner aux deux chambres la possibilité de se prononcer sur tous les sujets qui relèvent du domaine de la loi. Le fait que les députés fassent partie du collège électoral des sénateurs n'est donc nullement choquant. Quant à l'abaissement du seuil d'application du scrutin majoritaire au département élisant au plus 2 sénateurs contre 3 actuellement, il ne s'agit que de revenir à ce que prévoyait en fait la loi du 10 juillet 2000. J'ai bien entendu les protestations et les calculs savants de notre collègue Larrivé qui a estimé à 14 sièges le gain que ce projet faisait gagner à l'actuelle majorité lors du prochain renouvellement du Sénat, par moitié, il ne faut quand même pas l'oublier. Pour mémoire, le rehaussement du plafond d'application du scrutin majoritaire à 3 sénateurs au plus par la loi du 30 juillet 2003, lors du renouvellement de la série C, le 26 septembre 2004, avait permis au groupe socialiste de gagner 15 élus, le groupe UMP un seul. Vous voyez, mon cher collègue, il y a toujours une part d'incertitude, même lorsqu'il s'agit de scrutins sénatoriaux. L'extension du scrutin à la représentation proportionnelle, au-delà d'une amélioration mécanique de la représentation des femmes au sein du Sénat, amélioration complétée par l'instauration d'une obligation de parité
dans la désignation des remplaçants des sénateurs élus au scrutin majoritaire, avec l'application du ticket paritaire, permettra de mieux représenter l'ensemble des courants politiques au Sénat. Ce choix s'explique mieux au Sénat, devant qui le gouvernement n'est pas responsable, qu'à l'Assemblée nationale, où l'existence d'une majorité solide et stable est la pierre angulaire de notre régime politique. Je rappelle ici que les députés radicaux sont opposés à l'introduction de la représentation proportionnelle à l'Assemblée nationale. Mais nous sommes favorables à son extension au sein de la Haute Assemblée, dont nous voulons renforcer la légitimité, que le système des grands électeurs n'établit pas pleinement, afin que le bicamérisme ne fasse plus l'objet de faux procès. C'est la raison pour laquelle nous voterons ce projet de loi.